Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, veuillez accueillir, please welcome Chantal Rouleau et Valérie Plante. Alors bonjour, je suis heureuse d'introduire cette discussion entre des partenaires importants pour le développement de notre métropole. On vit une crise sans précédent qui a des impacts majeurs sur plusieurs secteurs d'activité stratégiques et névralgiques pour notre métropole et dans notre quotidien aussi, évidemment. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. On a des acteurs qui ont de la créativité, qui ont de l'audace, qui ont des possibilités, qui ont des ressources. Et je fais un parallèle avec l'Est de Montréal, qui fut un territoire négligé, oublié pendant longtemps, mais où on voit une mobilisation sans précédent, avec une vision et un plan de revitalisation qui est en train de porter fruit. C'est donc ensemble qu'on peut passer à travers cette crise qui nous touche tous et faire de notre métropole vraiment une métropole résiliente, grandie et durable. Alors, je vous invite à écouter cette conversation avec nos invités, nos panélistes, qui sera très intéressante parce qu'ils ont des idées, ils ont des propositions et vous pourrez vous en inspirer dans vos actions. Alors, je vous souhaite une belle conversation, un bel événement. Bonjour à toutes et à tous. Dès le début de la crise, la Ville de Montréal s'est engagée pour soutenir nos entreprises et nos citoyens durement éprouvés. En complémentarité et avec le soutien des autres paliers de gouvernement, nous avons mis en place un nombre sans précédent de mesures et de programmes afin de soutenir le plus grand nombre d'entreprises et de personnes dans le besoin. Parallèlement à cette opération de sauvetage de l'économie, il nous est apparu clair qu'il fallait rapidement commencer à préparer la relance. Dès les premiers mois de la crise, j'ai pu compter sur l'apport d'un petit groupe de 5 personnes qui se réunissaient virtuellement chaque vendredi pour réfléchir à la situation et échanger leurs idées avec moi. Je suis fière de pouvoir continuer de compter sur leur contribution dans le cadre des travaux de notre comité de relance économique. Aujourd'hui, c'est à votre tour d'avoir la chance d'entendre leur analyse et leurs secrets. J'en profite pour les remercier personnellement, Sylvie, Yves, Philippe, Michel et Stéphane, ainsi que tous les autres dirigeants et entrepreneurs qui contribuent à la relance de Montréal. Vous faites un travail extraordinaire qui nous permettra de sortir plus fort de la crise. La mobilisation de la communauté des affaires en vue de la relance est phénoménale. Grâce à vous, nous avons la chance de donner un nouvel élan à l'économie de Montréal et ces deux nous donnent une belle occasion de poursuivre cette mobilisation entamée par la Ville et ses partenaires. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, veuillez accueillir, please welcome Michel Leblanc, Yves Lalumière, Philippe Rainville, Stéphane Paquet, en conversation avec In Conversation with Déborah Cherenfant. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première activité d'aujourd'hui, en fait, dans le cadre de C2 en ligne. Vous savez, pour une thématique autour de la résilience, je pense qu'il était incontournable qu'on parle de la relance et surtout de la relance de Montréal. Donc, pour en parler aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'accueillir 4 PDG. Je sais que la présentation mentionnait 5 et c'est pourquoi j'aimerais malheureusement vous dire que Madame Sylvie Vachon, PDG de Port de Montréal, n'a pu se joindre à nous ce matin. On la salue d'ailleurs en raison d'un empêchement, mais ils sont 4 avec moi ce matin. Donc 2 en virtuel et 2 sur place en plateau aujourd'hui avec nous. Donc permettez-moi d'abord de vous les présenter et par la suite, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement qu'on aura pour vous parce que vous aurez la chance cette fois-ci de poser des questions en haut à droite de votre écran par la suite à la fin du panel. Donc, il est le PDG de Montréal International, Stéphane Paquet, bonjour. Bonjour, Madame Cherenfant. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Merci de nous recevoir ce matin. Merci d'être avec nous. Il est le PDG, lui, d'Aéroport de Montréal, Philippe Rainville, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien, il fait beau.
Il fait beau, effectivement. On a eu un bon week-end, donc on va prendre peut-être une petite goutte de pluie de ce matin. Avec moi, comme je vous le disais, en plateau, aujourd'hui sur place, il est le PDG de la Chambre de commerce de Montréal métropolitaine, Michel Leblanc. Bonjour. Bonjour, Déborah. Bonjour. Et il est également le PDG de Tourisme Montréal, Yves Lalumière. Bonjour. Merci, messieurs, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme je le disais, on sera en conversation pour à peu près 35 minutes. Et vous qui êtes à la maison, en train de nous écouter en direct, vous aurez la possibilité de leur poser des questions au cours de notre conversation et on va récupérer l'équipe de C2 et moi-même quelques questions pour poser à nos PDG à la fin de la conversation. Donc, comme je vous le disais, la thématique de cette édition, la 9e édition de C2 qui se passe en ligne, c'est autour de la résilience. Et quoi de plus à propos de parler également de relance de Montréal. Donc, la première question que j'aurais pour mes invités aujourd'hui, c'est on est à 2 jours de cette date limite que le gouvernement du Québec nous avait un peu donnée pour faire des efforts. Donc, on est encore en zone rouge, comme on le sait. Et pensez-vous que c'est à propos qu'on peut encore parler de relance économique présentement alors que nous sommes en zone rouge? Donc, je ne sais pas qui voudrait se mouiller le premier pour en parler. Je vois Stéphane sourire. Donc, Stéphane, je vais peut-être vous passer la parole. Ah, c'est parce que j'ai le sourire facile, madame, mais en fait, non. Oui, il faut parler de relance. Est-ce que ça arrive plus tard que ce qu'on aurait prévu? La réponse, évidemment, je pense que tout le monde qui est honnête va vous dire oui. Au printemps, quand on a été frappé par la première vague chez Montréal International, vous savez, à un moment donné, j'ai dit aux gens, on n'entrera pas au bureau avant le mois d'août, et tout le monde a dit, mon Dieu, mais Stéphane, ça va être beaucoup trop tard, le mois d'août, tout ça va se passer beaucoup plus tôt, le retour. Bon, finalement, le mois d'août, ça a été le mois de septembre, et puis on voit encore aujourd'hui, présentement, je suis au centre-ville, au bureau, mais il y a encore très peu de gens qui sont présents ici au travail. Donc, est-ce que ça arrive plus tard que prévu? Oui, mais est-ce qu'il faut en parler? Oui aussi, parce qu'il faut être bien préparé. Il faut être là quand l'économie va repartir. Puis, en fait, je le dis comme ça, l'économie va repartir, même si je sais très bien qu'il y a vraiment 2 économies. Il y a des secteurs qui sont archi affectés, puis je pense que Yves et Philippe vont pouvoir bien en parler. Puis il y en a d'autres qui roulent à peu près comme au même niveau où on roulait en février, voire même un peu plus. Donc il y a vraiment une déchirure en fonction de certains secteurs. Donc, mais oui, il faut parler de relance. Oui, Philippe, comme Stéphane le dit, il faut parler de relance. On en parle peut-être un peu trop tard maintenant, mais c'est pas la première fois qu'on en parle. Je veux dire, il y a quand même eu plusieurs vagues depuis cet été. On parle de relance. Est-ce qu'on en parle toujours maintenant à 2 jours du 26 octobre? Bien, plus que jamais, parce qu'il faut tenter des choses quand même. Hein? Il faut mettre en place des projets pilotes pour tenter de travailler autour et avec la pandémie dans laquelle on vit. Les mesures sanitaires très, très rigoureuses, on le fait à l'aéroport, le milieu aéroportuaire et évidemment les compagnies d'aviation le font aussi. On tente par toutes sortes de moyens de trouver des façons de vivre avec le virus, avec la pandémie, et en tentant de donner une amorce de reprise. C'est sûr qu'en ce moment, c'est nettement plus difficile, mais on va pouvoir sûrement élaborer avec Yves tantôt. Mais c'est clair qu'il y a des choses qu'on peut tenter dans l'immédiat qui vont nous avoir appris des choses qui seront essentielles pour la relance. Oui, tout à fait. Bon, Yves, nos deux copanélistes virtuellement vous lancent la balle. Est-ce que c'est le bon moment d'en parler? Oui, je pense que de toute façon, le tourisme est une industrie qui est extrêmement résiliente. Il y a eu une croissance dans les 25 dernières années, puis on espérait aussi une croissance des 25 particulièrement à Montréal ou l'industrie touristique? Dans l'industrie générale mondiale, a cru à un niveau de 4 Pour Montréal, on est entré dans la crise avec un momentum intéressant de 10 sur l'international. Donc, on veut pas laisser ce momentum-là, le laisser passer. On veut s'assurer qu'on est dans les destinations. D'ailleurs, on a décidé, nous, d'être la destination en Amérique qui sortirait le premier au niveau de la crise. On a ce désir-là de garder, keep the brand alive. On a décidé, nous, de s'assurer de garder la marque, la destination vivante pendant les prochains mois. Donc, on veut sortir les premiers. On a perdu 11 millions de visiteurs, c'est sur 12 millions. Donc, c'est important pour la ville, c'est important pour les commerçants que la destination comme telle, l'image de marque de Montréal, continue d'être véhiculée à travers le monde.
Keep the brand alive. J'aime beaucoup ça. Michel, je pense que c'est une question un peu redondante de vous demander de parler de relance, surtout que la Chambre a lancé Relançons Montréal. Donc, je pense que vous en êtes plus que convaincus. Maintenant, est-ce qu'on garde la flamme allumée toujours? Je pense que ce qu'on dit d'entrée de jeu, c'est qu'on est dans une situation très complexe et très inhabituelle. Historiquement, quand on a des récessions, là, c'est comme une marée, tout descend et éventuellement tout remonte. Là, on le voit bien, on est dans une situation atypique où certains secteurs, comme le disait Stéphane, sont en forte reprise. Oui. D'autres secteurs, comme le tourisme, sont dans une situation récessionnaire aiguë. Et donc, dans les faits, il faut faire les deux. Il faut travailler avec les secteurs pour qui c'est reparti et il faut travailler avec les secteurs pour qui c'est une question de survie, de résilience. J'amènerais en dernier point que parmi les autres invités, Sylvie n'est pas avec nous du port de Montréal, mais autant le port que l'aéroport, que le tourisme et que l'attraction d'investissements étrangers, ce sont tous des métiers qui demandent de bien planifier, de bien prévoir. On fait une campagne touristique internationale pour attirer le tourisme. On construit l'écosystème. On travaille avec le port pour s'assurer que les chaînes logistiques vont être au rendez-vous quand les volumes vont augmenter. Stéphane Paquette, le métier d'attirer des investissements étrangers, c'est pas en 3 mois. Souvent, c'est du travail de longue haleine. Même chose pour l'aéroport. Et donc, par définition, si on veut être prêt au fur et à mesure qu'on pourra repartir complètement l'activité économique, c'est aujourd'hui qu'il faut y travailler, c'est aujourd'hui qu'il faut voir venir et prendre certaines décisions. Tout à fait. Yves, vous mentionnez l'aspect destination, l'aspect beaucoup de travail qui a été fait, surtout par rapport à l'industrie touristique, que Montréal est quand même en bonne posture et qu'il faut garder un peu ce momentum-là. J'aimerais vous demander justement comment on fait pour garder ce momentum, comment se cristallise votre vision, étant donné qu'il y a eu plusieurs, comme Michel le disait, c'est une marée, donc il y a eu plusieurs moments et plusieurs vagues, mais comment on fait pour garder, vous disiez keep the brand alive, mais keep the dream alive quasiment, comment on fait? C'est certain, ça a été un petit peu difficile à ce moment-ci, puisqu'on avait une bulle à l'Atlantique, une bulle un peu dans l'Ouest, et puis les frontières fermées. Alors, pour le touriste, très peu d'opportunités à très court terme. Maintenant, on croit qu'au niveau international, on avait un excellent momentum. On a quand même 150 destinations internationales, ce qui est 2 fois plus que Vancouver quand même. Alors, on a une très bonne base. On a un produit hôtelier, un inventaire hôtelier qui est modernisé à ce moment-ci. Et puis, on a une ville que les gens aiment. Il y a beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. Stéphane en parlera tantôt. Le projet du REM, vous le voyez, ça va très bien. Donc, cette fluidité vers Montréal, l'accès à la ville, tout ça serait important pour nous. Mais les voyageurs qui viennent à Montréal depuis des années sont toujours intéressés. Ce matin, j'avais une discussion avec Aid Society, un congrès de 6 000 délégués qui sont intéressés par Montréal en 2023. Donc, comme Michel le mentionnait tantôt, on doit nous vendre Montréal pour les années à venir. On a les Lions qui viennent, le groupe Lions, c'est 17 000 délégués potentiels pour cet été. Donc, on a un championnat de golf qui s'en vient en 2024. Alors, nous, on travaille déjà sur les prochaines années. Ce que je peux vous dire, Déborah, c'est que il y a énormément d'intérêt pour la ville et je crois que ça prendra quand même une bonne année là, de transition en 2021, mais les bases sont là. Philippe, j'aimerais peut-être te faire le lien avec ce qu'Yves mentionnait. Montréal demeure une destination intéressante qui interpelle. Donc, l'intérêt, même si on a été en pause économique longtemps, mais l'intérêt pour Montréal, lui, n'a pas été sur pause, d'après ce qu'on comprend et ce qu'on peut déceler de ce qu'Yves dit. C'est quoi votre vision à long terme, justement, en tant que PDG d'Aéroport de Montréal, pour faire en sorte qu'on puisse maintenir cet intérêt, que l'arrivée, si on veut, de ces... que ce soit des investisseurs ou des voyageurs étrangers, soit facilitée? Comment faire en sorte qu'on concrétise tout ça, même dans un contexte de pandémie? Ben, la première chose, c'est de protéger les acquis. Yves nous parle de 150 destinations sur le monde. Montréal, pour la grosseur de la ville et la grosseur de son aéroport, d'avoir autant de destinations internationales, c'est extraordinaire. Boston est à la moitié de Montréal, Vancouver aussi. Donc ça, c'est un acquis qu'il faut absolument préserver. Et la vision de l'avenir, ben c'est de s'assurer qu'on cause pas de dommages à nos infrastructures, qu'on garde nos infrastructures en place et évidemment que la maintenance soit là et qu'on ait aussi le potentiel d'accroissement parce que je crois, tout comme Yves, que l'industrie est résiliente
et que les gens vont revenir autant à l'aéroport que... Et quand je parle d'infrastructure, ça va plus loin, là, Yves en a parlé dernièrement, les chambres d'hôtel à Montréal, il faut préserver, évidemment, tout ce bassin de chambres d'hôtel pour être capable d'accueillir les événements. Donc ça c'est primordial. Donc, l'aéroport, essentiel de maintenir les infrastructures et de les accroître autant que possible, et de reprendre là où on a laissé. Ça, c'est vraiment fondamental. Et de le reprendre peut-être de façon différente, de façon beaucoup plus, je dirais, écologique et technologique. Ça, c'est les deux piliers sur lesquels nous, on va travailler pour la relance. Très intéressant, puis on aura l'occasion de revenir un petit peu plus tard là-dessus, ces deux éléments que vous mentionnez, Philippe, écologie et technologie. Stéphane, j'aimerais savoir, puis on comprend en vous entendant, messieurs, que c'est un tout, hein, donc que tout fonctionne ensemble, non seulement l'attraction, l'arrivée, les chambres d'hôtel, le milieu touristique, les routes, étant donné qu'on est dans un contexte montréalais, on ne peut ne pas parler de l'état de nos routes. Bref, on comprend que c'est un cycle. Stéphane, j'aimerais vous demander, au niveau des valeurs, vous, à Montréal International, pour s'assurer que Montréal garde cette attraction-là et cet intérêt pour les investisseurs étrangers, quelles sont les valeurs que vous mettez de l'avant pour vous assurer qu'il y ait cet intérêt-là et qu'il soit maintenu? Nous, l'élément qui est de plus en plus important, en fait, moi, ça fait 5 ans que je suis chez Montréal International, puis je suis pas sûr que c'était aussi important il y a 5 ans, mais présentement, ce que nous mettons de l'avant, ce sont nos gens, ce sont le talent. Avant le marché, avant les coûts, avant plusieurs autres facteurs, ce qu'on met de l'avant, ce sont les Montréalais qui sont ici, qui sont à l'université, qui ont des diplômes, qui sont au cégep, qui sont en train, ou encore qui ont des expériences extraordinaires sur le marché du travail. Donc, le premier élément de vente de Montréal, ce sont les Montréalais. Oui, il y a la qualité de vie. Oui, il y a la question de la ville. La ville est une ville sécuritaire, plus sécuritaire qu'à peu près n'importe quelle autre ville en Amérique du Nord. Puis quand on voit ce qui se passe aux États-Unis ces derniers mois, ça nous rappelle comment est-ce que c'est important. Donc, la première valeur, je vous dirais que c'est celle des Montréalais. C'est ce qui fait que Montréal est une ville agréable à vivre et une ville où c'est agréable de travailler et investir. Michel, j'ai une question pour vous. On a vécu, comme vous le savez, plusieurs crises. Je le mentionnais aussi d'entrée de jeu par rapport à Relançons Montréal, sur lequel la Chambre travaille avec la collaboration des différents paliers de gouvernement et aussi différents partenaires. Comment est-ce que vous qualifierez les échanges qu'il y a eu entre vous et ces différents paliers à date et bien évidemment avec le milieu des affaires, puisqu'on est quand même dans un contexte de conférences destinées aux gens d'affaires où on peut directement les interpeller. À date, comment ça se passe et comment ça pourrait mieux aller? D'abord, moi, je dirais que le grand enseignement de la crise, et peut-être chaque génération doit faire cet apprentissage, c'est à quel point la communication très, très, très transparente a été fondamentale. La mairesse disait dans son discours, et j'ai beaucoup apprécié, que dès le début, on se rencontrait à 5, les 5 qui étaient invités aujourd'hui. Là, Sylvie n'est pas avec nous, mais on se parlait à chaque semaine. Et très rapidement, la mairesse a dit, moi, je veux faire partie de ces échanges. Et entre nous, on se donnait l'heure juste en temps réel sur ce qui se passait. Est-ce que le port, ça fonctionne? Est-ce que l'aéroport, ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe avec le tourisme? Qu'est-ce qui se passe avec toute l'industrie derrière ça? Qu'est-ce qui se passe sur l'écosystème montréalais d'affaires? Et Stéphane nous ramenait aussi sur est-ce que les investissements étrangers, internationaux ont lieu? Bref, on se tenait au courant en temps réel, ce qui permettait d'avoir l'information juste, d'agir avec les gouvernements pour que eux puissent prendre les meilleures décisions et puis finalement voir au mieux au fur et à mesure que la situation évoluait. On arrive aujourd'hui et moi j'écoutais tout à l'heure Philippe parler et je me disais, il faut se le dire, en période de crise et de pandémie comme on connaît, c'est une occasion aussi d'investir et d'améliorer notre environnement. La relance, on va la vouloir verte. Vous parliez de valeur. Moi, je suis convaincu que devant nous, si on ne fait pas une relance verte, on va se dire quelle occasion manquée. Mais je voudrais ramener aussi tout le monde à comprendre que dans le passé, on a un peu fait ça. Durant la Grande Dépression, aux États-Unis, on a construit la Hoover Dam, le barrage Hoover, qui est devenu un symbole de l'électrification de l'Amérique. Ici, à Montréal, on a fait le Jardin botanique, qui est un geste vert extrêmement puissant. Et moi, je pense que devant nous, on doit se poser la question, est-ce qu'on veut un système de train à haute fréquence sur le corridor Québec-Windsor? Si on le fait pas maintenant, je sais toujours pas quand est-ce qu'on va bien le faire. Est-ce qu'on veut essayer de soutenir notre secteur aéronautique en disant,
travailler à développer l'avion du futur, l'avion vert. On va vous soutenir, mais au sortir de la pandémie, faisons en sorte que nos entreprises dans le secteur soient très fortes sur toute l'innovation dans ce secteur-là. Bref, je donne 2 exemples pour dire que devant nous, je pense qu'on doit se parler avec beaucoup de transparence de l'appui dont on a besoin, mais des opportunités qui se dégagent d'une période où on fait ce qu'on appelle en anglais un peu un reset ou un pivot. Et si on réussit, moi, je partage complètement l'optimisme de Yves. À la fin, on va retrouver entièrement le momentum qui nous habitait pas plus tard qu'en février dernier. Et puis le voyageur également va vouloir ça. Nous, on s'en va dans une direction de destination harmonieuse, équilibrée entre les secteurs, mais c'est bien évident que la durée du voyage, les voyages d'une durée d'une journée, là, tu reviens dans la même journée, il va en avoir moins en moins. Ouais. Alors nous, on a décidé de mettre davantage d'emphase sur la durée du voyage, c'est-à-dire quand vous venez à Montréal, venez pour 2 jours, venez pour 3 jours, que ce soit de Toronto, de Vancouver, de Boston ou de Tokyo. Tout à fait. Faire en sorte que les gens restent ici. Oui. Et si je peux me permettre sur cette conscience verte, cet été, avec Kim Thomas-Sainte, la Caisse de dépôt, à l'invitation de la mairesse, on a fait des consultations pour voir un peu quelles étaient les forces de Montréal, puis sur quoi on devait miser pour avoir justement une relance qui allait nous ramener au championnat nous ramener le championnat de la croissance économique au Canada, parce que c'est ce qu'on a eu en 2018 et 2019. Donc, dans le courant de l'été, avec Kim, on a fait plusieurs appels. On a parlé avec les gens de chez Desjardins International. Bref, à peu près à beaucoup de gens dans le milieu des affaires. Et un élément qui est revenu constamment, avant même qu'on pose des questions là-dessus, la plupart du temps, c'est l'importance d'avoir une croissance, une reprise, une relance verte et socialement responsable. Et ça, je vous dirais, moi, ça fait partie des éléments qui m'ont surpris, pas tant que ce soit présent, mais que la force de ce message-là soit aussi grande que ce qu'on a pu constater cet été. Oui, tout à fait. Je pense que c'est de la musique aux oreilles de plusieurs personnes, Stéphane. Comme vous le dites, cette importance que beaucoup de personnes ajoutent ou accordent à cette relance verte. Et je vous dirais, en tout cas, notamment au sein de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, c'est un élément qui revient souvent. Et c'est même un élément, je peux dire, sans partir de débat générationnel, qu'on associe souvent aux plus jeunes. Donc, les jeunes veulent voir cette relance verte. Et parlant de... Mais moi, j'ai pas parlé seulement des jeunes cet été, j'ai parlé à des gens un peu plus vieux aussi. Tout à fait. Et je peux vous dire, c'était généralisé. Tout à fait. Et c'est pourquoi ça me rassure, parce qu'en général, c'est une étiquette, si vous me permettez l'expression, qu'on colle aux jeunes, comme quoi c'est nous qui demandons cette relance verte. Donc, ça me rassure beaucoup de savoir que c'est partagé à différents niveaux. Parlant de génération, puis Michel, j'ai l'impression de voir votre doigt levé. Oui. Ben, c'est parce que avant qu'on quitte le champ des valeurs, je pense que dans la situation actuelle, celle qu'on vit dans notre société, la relance, on la veut inclusive aussi. Et par cet inclusif, pour moi, c'est d'être très sensible à tous les groupes, à tous ceux qu'on veut voir en profiter de cette relance. Et je dis, on a une occasion, oui, de transformer notre société pour la rendre plus verte. Moi, je pense qu'il y a un pivot qu'on peut faire aussi pour s'assurer qu'à travers cette relance, qu'on soit des nouveaux arrivés, qu'on soit des gens qui ont eu de la difficulté historiquement à s'intégrer dans le marché du travail, qu'on se retrouve à être des petites entreprises avec une certaine fragilité au niveau de notre modèle d'affaires ou de nos liquidités. Il faut faire attention à tout ce monde-là. Et présentement, je dirais, par exemple, il faut être solidaire de nos restaurateurs. Il faut être solidaire de ces secteurs à qui on dit, vous devez payer un prix exorbitant pour protéger tout le reste de la société. Et donc, je pense que présentement, ça prend de la solidarité pour qu'à travers cette valeur qui est l'inclusion, on s'assure qu'on est solidaire de tous les groupes, aussi fragiles soient-ils. Michel, vous me lancez dans un débat là, puis la fenêtre que vous m'ouvrez, je suis obligée de l'ouvrir encore plus. Comment on le fait concrètement, cette solidarité-là? Parce que vous mentionnez les restaurateurs, vous êtes parti justement avec d'un principe de relance plus inclusive en pensant à des groupes peut-être sous-représentés, mais comment on le fait quand il y a plusieurs sujets prioritaires en même temps? Je pense que d'abord, ça prend un message d'écoute. On va vous écouter. Deuxièmement, ça prend un signal d'empathie et de respect. Quand vous allez vous plaindre, quand vous allez expliquer vos difficultés, on va les reconnaître. Et troisièmement, ça prend des responsables. Il faut qu'on identifie des gens qui vont avoir la responsabilité d'arriver avec des solutions. Ça peut être au développement économique, ça peut être au développement social, ça peut être au niveau des villes.
À partir du moment où on a des responsables, on a de l'écoute et on reconnaît avec respect les difficultés, d'après moi, il y a des solutions valables qui sont sur la table, puis on peut aller de l'avant. J'aimerais partager votre optimisme, Michel. Puis pour la conversation, on va dire que je le partage, cet optimisme. On parlait de relance verte, à quel point c'est important, effectivement, et surtout que ce soit partagé à différents niveaux. Philippe, j'aimerais vous entendre justement comment on est en mesure de renforcer un peu la confiance des voyageurs qui arrivent à Montréal, qui voudraient même s'installer à Montréal, qui auraient un intérêt plus que de passer 2 jours comme Yves le mentionnait tout à l'heure. Comment on s'assure de renforcer cette confiance-là? Ben, il faut... nous, on a redéfini la définition même du passager VIP dans ce qu'on va vivre au cours des prochaines années, des finances un peu plus difficiles, un esprit écologique. Il faut renforcer, évidemment, l'utilisation des technologies. Il faut que le passager chez nous, qui est un VIP, c'est ce qu'on appelle maintenant un Very Integrated Passenger. C'est quelqu'un qui va utiliser les technologies au maximum, qui va prendre le REM et qui va reconnaître en Montréal une ville totalement branchée et totalement moderne. Et je crois que la porte d'entrée, qui est l'aéroport, va nous permettre de faire ça et appeler ces gens-là. Autrefois, peut-être le passager le plus important, c'est celui qui payait le stationnement le plus cher, mais on n'est plus là. On n'est plus là, c'est celui qui va évidemment tout faire pour utiliser la technologie, prendre le REM et faire de l'aéroport et les accès à l'aéroport un environnement qui est totalement vert. Et on veut que ce soit le reflet, la porte d'entrée de la Ville de Montréal, et c'est l'image qu'on veut se donner. Tout à fait. Yves, est-ce que vous ressentez également cette utilisation ou cette attraction pour les nouvelles technologies pour propulser un peu la reprise économique à Montréal? Et puis, on va donner l'exemple des festivals, soit Juste pour rire ou même l'événement de ces deux. Aujourd'hui, il y a une nouvelle clientèle qui a la chance de participer à ces événements de façon hybride, de façon virtuelle. Et on croit que ces gens-là en ayant cette chance-là, vont développer un plus grand intérêt pour s'intégrer davantage au festival. Donc, nous, on voit une opportunité, puis c'est pour ça que tantôt, j'ai mentionné qu'on gardait la marque Montréal le plus vivante possible. On le fait maintenant de façon virtuelle, de façon hybride avec le Palais des Congrès et ses solutions studio. Alors, je pense qu'on a bien profité à date, puis C2 est un bon exemple de cet état d'esprit que d'attirer une clientèle aussi qui est plus jeune. Je pense que Montréal va devenir de plus en plus jeune, et pour nous, on a décidé de travailler avec de façon numérique sur tous les segments, que ce soit les festivals, que ce soit au niveau des restaurants. Montréal à table, on était prêt à le faire de façon à partager versus en personne. Donc, on a déjà parti cette transformation-là. Yves, vous mentionnez, puis ça c'est une autre fenêtre que je vais prendre également, la Montréal devient de plus en plus jeune. Michel, Stéphane, j'aimerais vous entendre là-dessus par rapport à la place de la relève d'affaires, non seulement dans la conceptualisation, la co-création de solutions dans un contexte de reprise économique. Et Stéphane, vous parliez des valeurs que vous mettez de l'avant quand vous vendez, entre guillemets, Montréal par rapport aux talents, aux personnes, aux jeunes talents qu'on retrouve. Michel, notamment par rapport aux différents services de la Chambre, par rapport à l'équipe de la Chambre, etc. Comment faire en sorte que cette relève d'affaires se retrouve impliquée, se retrouve engagé, merci. C'est exactement le mot que je recherchais. Comment on fait, Stéphane? En fait, nous, il y a 2 éléments. L'aspect, on va chercher à l'étranger des startups, des entrepreneurs internationaux qu'on amène ici dans des incubateurs, dans des accélérateurs. Puis c'est clair que c'est pas, oui, il y a des gens dans les incubateurs et les accélérateurs qui ont passé 50 ans, mais globalement, ce sont des gens qui sont normalement plus jeunes. Donc ça, c'est 1. 2, on va chercher aussi à l'étranger les meilleurs talents. Et ça, c'est un service qu'on offre tant aux entreprises étrangères qu'aux entreprises locales. Et quand on va chercher ces gens-là, habituellement, encore une fois, ce sont pas des gens qui ont autant de cheveux gris que moi, disons. Disons qu'ils ont tous leurs cheveux et la plupart du temps, ils sont plutôt foncés. Donc, on va chercher les jeunes. La difficulté qu'on a présentement, puis j'aimerais ça insister un petit peu là-dessus. Là. On va chercher les travailleurs. Les entreprises identifient à l'étranger des travailleurs qualifiés. Il y a un match qui se fait entre une entreprise qui a des besoins ici et un employé qui a décidé
de choisir Montréal. La difficulté qu'on a présentement, c'est vraiment de faire entrer ces personnes-là au Canada. Avec les frontières qui sont pratiquement fermées, on a vraiment beaucoup de difficultés. Le gouvernement fédéral est allé jeter du lait un petit peu avec les étudiants étrangers. Maintenant, on doit faire la même chose avec les travailleurs qualifiés. Ce sont des gens qui sont prêts à arriver à Montréal ou au Québec ou au Canada et faire la fameuse quarantaine, les 14 jours confinés. Sont prêts à faire ça. Les entreprises sont prêtes à les épauler pour qu'elles puissent faire ça, ces personnes-là. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas aller les chercher, ou à tout le moins y aller très difficilement. Donc, il va falloir travailler là-dessus, et plus tôt que tard, parce que ça devient réellement un problème. Michel, la relève d'affaires qui, elle, est présente ici. Philippe, vous vouliez réagir? Non, je voulais juste dire, il faut quand même se rendre compte que la porte d'entrée sur la ville, c'est l'aéroport. Et la porte est fermée. Donc, dans mon introduction, et on a tous un peu parlé, il faut trouver des façons d'amener les gens à pouvoir venir. Pas tout le monde, mais il y a des cas spécifiques dont que Stéphane mentionne. Il faut tenter de trouver des solutions. Tout à fait. Merci de préciser ce point-là, Philippe. Je pense que, d'abord, à travers ce que Stéphane dit, puis à travers, évidemment, la discussion sur la porte qui présentement est fermée, il faut réaliser qu'une de nos grandes forces, puis je pense que c'est l'entièreté de la zone métropolitaine, depuis plusieurs années, ça a été notre ouverture sur l'international. Il y a une très grande fluidité de relations entre ce qui est l'écosystème montréalais et à l'international. Ça s'est traduit par ces liaisons aériennes multiples qu'on a développées, mais par beaucoup de jeunes qui venaient, qui vont revenir, j'en suis convaincu. Il y en a qui doivent piaffer d'impatience. Et donc, Montréal, en soi, c'est un terreau entrepreneurial, je pense, assez ouvert. Et ce que j'amènerais, c'est qu'on a vu depuis 10 ans une très forte augmentation du désir d'entreprendre chez les jeunes. Et là, moi, je lance des fleurs à la nouvelle génération. J'en lance aussi à la plus vieille génération qui s'en préoccupait et qui disait comment on peut créer un climat de confiance pour que les jeunes aient l'impression que si je me lance en affaires, j'ai des chances de réussir. Et si je réussis pas, je serais pas stigmatisé pour toujours, je pourrais recommencer. Et ce que je pense qu'on connaissait à Montréal jusqu'à il y a quelques mois, là, c'est beaucoup de conditions facilitantes. On parlait d'incubateurs, on parlait du capital de démarrage, des anges. Ouais, on était dans des pôles économiques et là, on parle de zones d'innovation. On était aussi dans des domaines jeux vidéo, intelligence artificielle, effets spéciaux qui parlent beaucoup aux jeunes. Et là, on rajoute toute une couche qui est des nouveaux modèles d'affaires liés à la pandémie comme l'achat local, la distribution locale, tout ce qui va s'appliquer au commerce en ligne, mais entre nous, pour nous. Et donc, moi, j'ai l'impression que devant nous, là, si les jeunes qui nous écoutent ont envie de se lancer en affaires, c'est le meilleur moment d'arriver avec des nouveaux modèles d'affaires. C'est le meilleur moment pour arriver avec des façons de faire qu'on n'a pas fait auparavant, mais qui vont séduire des investisseurs parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est ce vers quoi on s'en va. Ah, donc, à la question, comment on fait pour stimuler la relève, la jeune relève d'affaires? Moi, je dis, on lui donne sa confiance, on lui donne de la confiance et on lui montre que des moyens sont là pour l'accompagner. Et encore là, c'est l'optimiste en moi qui parle. Mais moi, je suis convaincu que le momentum qu'on avait n'est pas arrêté et qu'on s'en va vers plus d'entrepreneuriat jeune à Montréal. Yves, si on rentrait peut-être dans les 5 dernières minutes qui nous restent avant de passer à la période de questions, si vous nous permettez de rentrer dans votre boule de cristal, dans les 2-3 prochains mois, Yves, quels sont vos plus grands souhaits pour Montréal? Je sais que l'échéancier est court, là. Je vous donne un mini plan d'action de 90 jours. Oui. Mais qu'est-ce qui serait important? Sur quoi il faudrait miser pour une relance inclusive, comme on disait, des groupes sous-représentés, une relève d'affaires plus présente, plus engagée, une relance verte? Sur quoi il faut miser? Je dirais que c'est très court terme maintenant. Il faut redéfinir court terme, très court terme. Donc, très court terme pour le tourisme, pour nous, c'est évidemment, il faut faire attention à la déstructuration du produit touristique. Donc, essayer de garder un maximum de restaurants. C'est pas vrai qu'ils seraient en place puis ils sont aussi bons. Puis, alors, on a une réputation comme deuxième ville après New York du nombre de restaurants. Il faut essayer de la garder. Puis, je pense que ça, c'est fort pour nous. Il faudra également, mon souhait est le même que Philippe, c'est-à-dire de trouver des solutions pour que le passager puisse venir au Canada. Montréal est une porte d'entrée sur les Amériques, pas juste sur le Québec, pas juste sur le Canada, mais c'est important. Et on va poursuivre, nous autres, nos efforts
d'influencer le gouvernement à faire la promotion du test rapide pour rentrer au pays, puis diminution de la quarantaine ou d'avoir une quarantaine qui est ciblée sur certains pays. Alors maintenant, c'est pas le temps, mais il faut regarder ça, être prêt, qu'on soit les premiers prêts au Canada. Et donc, cet aspect-là du test rapide est important. La déstructuration du produit, il faut faire attention à nos artisans, nos hôteliers, nos produits de restauration, et puis que ce soit les musées, les attraits, etc. Tout à fait. Philippe, j'aimerais peut-être vous poser la même question. Un mini plan d'action très court terme, 90 jours. Sur quoi il faut appuyer, il faut miser au cours des prochains mois pour nous assurer d'avoir justement cette relance inclusive, cette relance verte, cette relance même technologique dont vous parliez un petit peu plus tôt? Écoutez, ça prend des sous. Hein? Je crois qu'il y a beaucoup d'appels qui ont été faits au gouvernement pour tout le monde demande de l'argent au gouvernement, ça va de soi. Mais on a une belle opportunité. Les infrastructures comme la nôtre, par exemple, j'ai du travail à faire sur une piste. Il n'y a pas de trafic. Quelle belle opportunité pour en faire une piste. Donc, ça serait, voyez-vous. Donc, il y a des investissements qui sont. Il faut cibler. Hein? On peut pas. Yves le mentionne. Il faut cibler et faire les bons investissements au bon moment. Surtout éviter les erreurs du passé, hein, de se ramasser avec un déficit d'infrastructure. Et ça, il faut vraiment surveiller ça. Donc, à court terme, je rejoins tout à fait Yves. On est tout à fait alignés sur les mêmes priorités. Vous savez, le voyage aérien a eu une mauvaise réputation durant la pandémie et il faut quand même comprendre que ce que l'IATA nous dit, c'est que c'est pas dans l'avion qu'il y a contamination à la COVID, c'est avant ou après, mais c'est pas dans l'avion. Les chiffres qu'ils nous rapportent, c'est un cas sur 27 millions de passagers en ce moment. Donc, voyez-vous, c'est pas là. Mais c'est toutes les mesures qu'il faut mettre en amont et en aval et les protocoles qu'il faut mettre ensemble avec les pays, soit qu'on teste à l'arrivée ou au départ. C'est tous ces protocoles-là qu'il faut mettre en place et le plus rapidement possible. Tout à fait. Merci. Je pourrais continuer longtemps, mais je vois les questions arriver, messieurs, et je peux vous dire qu'il y a du très, très lourd dans les questions. Il y a des questions qui vous sont directement posées, puis il y en a d'autres qui s'adressent à tout le monde. Donc, je vais peut-être vous demander des réponses un petit peu courtes pour nous assurer de les passer au moins le maximum à travers les 15 prochaines minutes. Alors, on a une question. Que faire pour sauver le centre-ville de Montréal? C'est vrai, ça c'est un point qu'on n'a pas abordé concrètement, même si tout ce que vous avez mentionné peut être utilisé pour le sauver ou pour le raviver. Parallèlement, comment retenir les gens à Montréal? Le sondage paru ce matin est inquiétant quant à la capacité de rétention de Montréal de ses habitants. Quelqu'un voudrait se lancer? Michel? Écoutez, le centre-ville, ça fait plusieurs mois qu'on le sait, c'est un patient aux soins intensifs. On en parle beaucoup ces temps-ci. La première chose, il faut qu'on admette que les commerçants sur eux au centre-ville ont besoin d'aide. Il y a beaucoup de programmes en place. On va s'assurer qu'il n'y a pas de point mort, mais possiblement qu'il faut augmenter la générosité des programmes. Présentement, on aide les commerçants, mais on les aide jusqu'à un certain point. Et donc, rapidement, ils tombent dans une situation de liquidité ou d'endettement intenable. Il faut les aider. La deuxième chose, c'est on a besoin de données beaucoup plus claires de la part de la santé publique. Le premier ministre le disait, il est inquiet. Je le comprends maintenant. Pour que les employés puissent savoir si c'est sécuritaire de venir travailler d'une tour à bureau au centre-ville, il faut le savoir. Est-ce qu'il y a des explosions, des éclosions dans les tours à bureau? Est-ce que dans le transport en commun, il y a des enjeux? Oui. Il faut qu'on ait de la donnée pour comprendre et s'assurer que tout est sécuritaire. Alors, il y a un message là. Vous parliez du plan 3 mois tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais dans les 3 prochains mois, c'est qu'on ait de la donnée fine pour qu'on devienne des spécialistes de la survie en temps de pandémie, qu'on sache comment l'économie peut fonctionner au mieux en temps de pandémie. J'ai l'impression que présentement, il y a du brouillard. Je voudrais mieux avoir une vue très claire sur la situation. Une vue plus claire. Donc ça, ce serait votre plan d'action 90 jours. Pour une relance verte, étant donné qu'on a déjà parlé, vous qui êtes à la maison, permettez-moi peut-être de passer dans les questions parce qu'il y a d'autres qui touchent des sujets qu'on a moins abordés. Question dirigée à Michel Leblanc. Votre boule de cristal, à vous dit quoi? Combien de temps avant que Montréal soit sur la pente ascendante? Mai 2021? Septembre 2022? 21, pardon? Écoutez, d'un point de vue de l'entièreté de la zone métropolitaine, en août, comme le disait Stéphane Paquet, on était à 96% des emplois récupérés. L'économie globale, d'après moi, dans le premier semestre 2021, est forte. La grande inquiétude, c'est le centre-ville et tous les secteurs qui sont particulièrement touchés dans le tourisme. Alors,
on va avoir ce cas dont on parle beaucoup, des secteurs pour qui la reprise est très claire et des secteurs pour qui la dépression se poursuit. Et c'est là où il va falloir être très prudent. Question pour vous, Yves. En attendant la réouverture des frontières, quel est le potentiel de travailler davantage sur le citoyen comme touriste dans sa propre ville? Bon, on dit toujours que les touristes ne viennent pas à Montréal visiter, ils viennent la vivre. Alors, on avait quand même dans nos initiatives, nous, de disperser le tourisme pour qu'il y ait un flux équilibré avec les quartiers entre le centre-ville et les quartiers. Ça s'est fait un peu par défaut maintenant. C'est-à-dire que là, maintenant, les gens, les visiteurs de l'Intra-Québec, parce qu'il n'y a pas juste des visiteurs internationaux, quand même des gens de l'Intra-Québec et des Montréalais. On a demandé aux Montréalais de relancer leur ville et de venir et d'en profiter davantage. Alors, nos défis pour nous, c'est de s'assurer que à l'Intra-Québec, pour les régions, quand ça sera le temps, s'assurer que les gens viennent à Montréal, qu'il y ait un accès facile par les ponts, que ce soit pas difficile, parce qu'il y a quand même cette perception-là qu'il y a toujours un pont en réparation à Montréal. Donc, il faut vraiment résorber cet aspect-là le plus rapidement possible. Et maintenant, la fluidité à l'intérieur du centre-ville. Donc, nos clientèles, pour nous, c'est l'intra-Montréal, l'intra-Québec, c'est le meilleur temps pour les Montréalais de venir. Et aussi, on a une campagne qui est promotionnelle sur l'Ontario, puisqu'on est un peu dans notre bulle Ottawa-Toronto, une campagne qui se nommerait City Friends with Benefits. Donc, un genre de threesome entre les trois grandes villes de l'Est du Canada. J'aime ça, on achète, on achète. Philippe, une question pour vous. Est-ce que l'aéroport de Montréal travaille sur une solution de test rapide comme l'aéroport de Calgary? Absolument. Oui, autant et à Montréal, autant sur les passagers aux arrivées qu'au départ. Donc, on fait pas d'annonce parce que évidemment, on n'a pas les approbations pour le faire. Mais oui, on est tout à fait là. Ouais. On attend que ça. Ouais, on attend que ça. Parfait. Stéphane, j'ai une question pour vous en anglais. Est-ce que ça vous convient? Allons-y. Allons-y. Parfait. Je sais qu'on a déjà abordé, mais probablement que les points ont peut-être échappé à notre auditeur ou auditrice. Is Montreal also working with other destination marketing organizations across Canada to work in collaboration with the overall tourism strategy for Canada? How do we rebuild visitor confidence to our great country? Well, if it's tourism, it should be Yves who answers that. But True, but said to Stéphane. Essaie une réponse puis je compléterai. But yeah, we do work. In fact, when I hang up with you right now, I'll be in a CCCA meeting, which is a Consider Canada City Alliance meeting, which is basically a group where the 13 biggest cities across Canada do work together, not on tourism, although some organizations do tourism, but on FDI, and some do exports also. But we do work very well with the other Canadian cities. But for tourism, Yves, that's all yours. I just mentioned in French, dear auditor, that we have a campaign that's ready. It's on pause now, but it's ready to launch with Ottawa and Toronto. That's City Friends with Benefits. And we're trying to make sure that the three of us are working together to promote tourism. We're also working with the 5 top cities in Canada, just like Stéphane, to make sure that we have their subsidy for tourism offices, tourism board in Calgary, Toronto, Montreal, and Ottawa, to make sure that downtown continues to flourish over the next few years. Merci. Thank you for the question. Il y a une question peut-être pour tout le monde. Je vais commencer peut-être avec vous, Stéphane. Le télétravail est là pour rester. Dans ce contexte, quelle serait la vocation des tours à bureau dans les mois et années à venir? Ben, le télétravail, oui, est là pour rester, mais l'interaction avec nos collègues de travail est aussi là pour rester. Donc, moi, on a un plan. En fait, déjà, le télétravail était quelque chose qui était permis chez Montréal International. Est-ce que ce le sera davantage et un peu plus répandu? La réponse, c'est oui, sans doute. C'est vrai chez nous, ça va être vrai ailleurs. Ceci dit, et j'étais avec Michel vendredi dernier à la Chambre de commerce et j'ai eu l'occasion de mentionner, nous, pour remplir ces fameuses tours à bureaux, parce qu'il y a des bureaux, il y a des compagnies qui vont avoir besoin de moins d'espace. Dans les moins de 3 ans, depuis 2018, ce qu'on a amené au centre-ville de Montréal, c'est 3 milliards d'investissements.
11 400 emplois. Ça, c'est la place Ville-Marie. Les 5 édifices, là, donc la Grande Tour et les 4 autres petits autour, c'est les 5 édifices de la place Ville-Marie qu'on a remplis à l'intérieur de 3 ans. Donc, vous pouvez compter sur nous. On sera là pour les 3 prochaines années pour remplir les bureaux qui pourraient devenir vacants dans les prochains trimestres, les prochains semestres. Merci Stéphane. Michel? Si je peux rajouter, Déborah, c'est très clair que durant l'été, j'ai l'impression que ce que tout le monde a découvert, c'était les avantages du télétravail. Et j'ai entendu beaucoup de dirigeants d'entreprises évoquer la possibilité d'un besoin moindre d'espace, éventuellement qu'on serait en modèle hybride. Je vous dirais que c'est très clair, depuis 1 mois, je n'entends que des dirigeants d'entreprise parler de la frustration d'une certaine perte de productivité au niveau du travail en équipe. Et c'est presque une étude d'anthropologie qu'on est en train de réaliser en temps réel, où les dirigeants d'entreprise se rendent compte qu'il y a des raisons pour lesquelles les humains se rencontrent depuis la nuit des temps et que malgré le téléphone, malgré toutes les innovations qui ont eu lieu, la téléconférence, ça existe depuis longtemps. On a des meilleures façons de le faire maintenant. Mais moi, je vous dis, ma prédiction, c'est que devant nous, on s'en va vers des modèles hybrides où il y aura beaucoup d'insistance sur les rencontres en personne, aussitôt que la pandémie va le permettre. De la même façon que j'ai l'impression qu'on va tous voyager dès qu'on va le pouvoir, on va tous vouloir se voir et travailler ensemble en personne dès que ce sera possible. Oui, je partage cet avis, Michel, avec vous. Une question peut-être pour tout le monde qui rejoint un peu le plan de 90 jours boule de cristal que je vous ai posé avant d'aller à la période de questions. Comment prévoir dans une éventualité où les choses ne seront peut-être plus comme avant? Est-ce que vous, dans le cadre de vos organisations, vous faites 2 scénarios? Un scénario au retour à la vie normale et un scénario où les choses seront totalement différentes. Philippe? Oh mon Dieu, on a 4 scénarios. et on y travaille activement. En fait, les 2 variables, c'est le temps et c'est nos passagers. Est-ce qu'ils vont revenir? Qui reviendra? Le voyageur d'affaires, télétravail, vidéoconférence, Zoom, qui a toujours été existant, mais qui est là plus que jamais. Donc, qui reviendra? Quand reviendront-ils? Et quand? Et on jongle avec ça sur 4 scénarios. Et je vous dis que ça donne des résultats qui nous amènent complètement ailleurs. Un tout petit aéroport tout à fait régional qui va peut-être faire voyager les familles. Et les gens d'affaires dans des besoins exceptionnels, et l'autre où on revient à la normale et on reprend la croissance qu'on avait au départ, qui était à Montréal tout à fait phénoménale, avec 2 fois ce qui est la moyenne nord-américaine, qui est à peu près de 2-3%. On dit dans les moyennes au-dessus de 5-6% à l'international. Donc, voyez-vous, on jongle avec tout ça. D'autres personnes qui travaillent avec plus que 4 ou plus que 2 scénarios? Stéphane? Ben, en fait, je vous dirais pas combien j'ai de scénarios, mais moi, je suis pas de ceux qui croient que l'évolution humaine fait du 180 degrés à l'intérieur de quelques mois. Donc oui, il y aura des choses qui auront changé, c'est sûr. Est-ce que on va faire plus de visioconférences, de téléconférences qu'on en faisait avant? La réponse, c'est oui. Mais à partir du moment où on pourra recommencer à se serrer la main, à aller voir les gens en personne, discuter avec eux, on va le faire et on va le faire et on sera tous très heureux de pouvoir recommencer à faire ça. Donc, rappelez-vous, après le 11 septembre, les gens disaient « Ah mon Dieu, New York, c'est fini, il n'y a plus personne qui va aller travailler dans des grandes tours. L'industrie du transport aérien, c'est fini, c'est trop dangereux. » Tout le monde disait ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre? Ben, les gens ont finalement rembarqué dans leur avion. New York a connu une croissance absolument extraordinaire, puis les centres-villes s'en sont pas trop mal tirés. Donc, je pense qu'on est mal placé présentement pour juger de l'évolution. Il y en aura une, mais de dire qu'on passe d'ici pour aller là, moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Donc, je reviens, il me reste seulement 2 scénarios. Merci pour la précision, Philippe. Michel, vous voulez réagir? Je veux pas parler de scénario, mais moi, j'aime bien regarder derrière dans notre histoire. Puis là, je pense à l'humanité. Je pense que la pandémie, c'est pas une affaire de Montréal, c'est une affaire d'humanité. Et moi, je regarde ce qui s'est passé au lendemain de l'horreur de la Première Guerre mondiale, suivie par cette espèce de pandémie mortelle qui a été la grippe espagnole, et ça a donné les années 20. Une forme de désir d'émancipation des femmes, de désir de liberté, de plaisir, de jouir de la vie. Et moi, le pronostic que je fais sur notre avenir, c'est qu'à un moment donné, on va s'en sortir. Et qu'est-ce qu'on va avoir envie de vivre notre vie et d'en profiter.
Et j'ai vraiment l'impression que devant nous, on va être surpris par cette espèce d'énergie qu'on va voir autour de nous dans les années 2020. Les années 20 reviennent Dans les années 2020. J'aime beaucoup ça. Et effectivement, Stéphane, c'est important de nous rappeler septembre 11, non, 11 septembre, 11 septembre 2020. comment, merci, comment effectivement était notre état d'esprit, à quel point on n'y croyait plus. Parlons de New York, il y a une question en lien avec la stratégie de la relance verte. Donc, est-ce que cette stratégie socialement responsable, relance verte, elle est partagée par d'autres grandes métropoles limitrophes et partenaires comme Toronto, Boston, New York? Avez-vous des échos de nos villes voisines? Quand on regarde, nous, on est embarqué sur un aspect global de Sustainability Index. Et quand on regarde en Amérique du Nord, c'est très difficile. Il y a très peu de villes qui sont dans cette aventure-là, alors qu'en Europe, ils sont vraiment beaucoup mieux que nous, beaucoup plus avancés. Alors, Montréal, je pense, se situe dans un climat d'apprentissage de ce qui se passe en Europe. Je crois que la Ville de Montréal et la mairesse ont un grand désir de se classer dans les premiers à ce niveau-là. Et puis, pour nous, en tourisme, c'est d'avoir une destination qui est harmonieuse, où il y a une fusion entre le résident, le visiteur, les entreprises commerciales, etc. Tout ça dans un esprit de travailler avec l'écosystème touristique. Alors, il nous reste 3 minutes, messieurs. Je pense qu'on a assez pour, et c'est moi qui exagère, peut-être pour 2 questions, mais on va y aller là-dessus. Quel est le rôle que vous attribuez aux résidents actuels? On parle beaucoup de l'aéroport, donc une question pour Philippe, comme porte d'entrée, mais n'y a-t-il pas une opportunité de modeler et d'influencer la culture montréalaise? Very integrated citizen, dit la personne. Relance verte d'ici et pas nécessairement à travers le monde. Philippe? Ben, écoutez, nous, les résidents montréalais, il va y avoir des changements de comportement auxquels on s'attend. Puis je pense que ça va être relativement facile. Il faut utiliser le transport en commun, le REM, ça va être une véritable révolution. Donc, les résidents montréalais vont venir évidemment contribuer à cette nouvelle façon de vivre l'aéroport. Donc, nous, on est tout à fait heureux de l'arrivée du REM à l'aéroport. Ça va être un gros changement. Et comme je le disais, il faut que les passagers viennent utiliser les technologies. Il faut qu'ils adhèrent à la technologie. Et ça, on va tout faire pour que ça arrive. Il y aura évidemment des façons. On va leur faciliter l'accès à toute notre infrastructure si, évidemment, ils coopèrent avec l'utilisation des technologies. Tout à fait. Alors, une question très rapide, peut-être pour Michel. Et Philippe complétera probablement. On parle de relance dans le milieu de l'aéronautique, en particulier dans le transport. Quelles sont les opportunités concrètes dans ce créneau que vous envisagez pour Montréal? Est-ce que vous avez d'autres exemples à partager ou idées que vous considérez vous-même au sein de vos organisations? Écoutez, on est à quelques jours d'un sommet qu'on organise, un forum qu'on appelle sur Relançons Montréal sur le domaine de l'aéronautique. Et sans vouloir tout couper, mais c'est de l'information connue. Il y a une énorme mobilisation du milieu des affaires de l'aéronautique pour réfléchir à l'avion vert, l'avion du futur. On le sait, dans une transition énergétique où on se préoccupe des émissions de gaz à effet de serre, les avions, tels qu'ils ont été conçus jusqu'ici, projettent des gaz. Ouais. Et donc, autant dans les matériaux que dans les moteurs, que dans la conception des avions, on va pouvoir compter sur une industrie fortement mobilisée ici pour, à travers cette pandémie, travailler sur des solutions. Et donc, peut-être que non seulement notre secteur aéronautique est une force pour Montréal maintenant, mais qu'il le sera encore plus dans l'avenir. Philippe, un complément d'information à ce sujet-là? Ben, je veux juste dire que s'il y a quelque chose de positif par rapport à la pandémie, c'est que les lignes aériennes, les compagnies aériennes ont mis de côté au rencard les plus vieux appareils qui étaient plus polluants. Donc, ça, c'est déjà un bénéfice non négligeable. Pendant que vous avez la parole, Philippe, et je vais vous demander une réponse très courte sans aller dans des débats politico-délicats. Quel est le statut du projet REM aujourd'hui? Ça, c'est une question de notre auditoire aujourd'hui. Très bien. Les pourparlers sont en cours et on avance rondement. Oui. Je crois qu'on devrait avoir une solution d'ici la fin novembre. Parfait. Merci beaucoup à vous 4. Donc, je vous rappelle qu'on avait, pour cette conversation autour de la relance de Montréal, Stéphane Paquet, qui est le PDG de Montréal International, Philippe Rainville, PDG d'Aéroport de Montréal,
Michel Leblanc, PDG de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, ainsi que Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal. Et bien évidemment, nous aurions aimé avoir Sylvie Vachon, qui n'a pu être avec nous comme prévu, donc nous la saluons, qui est PDG de Port de Montréal. Donc, mon nom est Déborah Cher-Enfant, je suis la présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour une deuxième fois dans le cadre de cette édition en ligne de C2 Montréal autour de la résilience. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et bien évidemment, c'est une conversation où il y a eu beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets, beaucoup d'éléments abordés sur l'état actuel des choses, mais surtout, j'espère que vous l'avez également compris comme un appel à l'action pour des gens comme vous qui êtes du milieu des affaires, qui nous écoutez, surtout par rapport à des gestes que vous pouvez poser, aussi petits soient-ils, comme on parlait de citoyens, de relancer socialement, de responsabilité sociale, de soutenir la restauration. Donc, c'est également un appel à l'action pour vous que nous écoutez aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été avec nous et merci aussi pour vos questions. À bientôt. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure du lunch. Les activités reprendront cet après-midi. En tout temps, vous pouvez continuer le réseautage via Braindate. Ladies and gentlemen, it is now lunchtime. Join us again this afternoon. At all times, you can continue networking by booking a Braindate.